CQFD. CQFD, ce qui fait débat, votre rendez-vous de débat et de décryptage. Il y a quelques mois, une urgence majeure était donnée aux questions climatiques, juste avant que la crise du coronavirus nous tombe dessus. Avec un peu de recul, on ne peut pas s'empêcher de comparer la crise du coronavirus et les réactions qu'elle suscite avec la problématique du climat, devenue momentanément moins apparente. Les enseignements sont nombreux. Coronavirus et climat sont le même combat, c'est ce dont nous allons parler ce soir. Et avec nous pour évoquer tout cela, François Massonnet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes climatologue, chercheur à l'UC Louvain. Et Simon Delicourt, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes épidémiologiste, chercheur à l'ULB. Merci d'être avec nous ce soir. CQFD. Alors, votre présence dans le studio, ce n'est pas vraiment le fruit du hasard. Vous êtes tous les deux là car vous vous connaissez. Et dans le cadre de votre travail, vous avez l'habitude de vous croiser et surtout d'échanger. Et de par vos fonctions respectives, vous en êtes venus à une réflexion au sujet de la crise sanitaire que nous vivons et de la crise climatique que nous vivons aussi. Votre réflexion, vous l'avez portée notamment sur les différences entre ces crises, les similitudes, mais aussi les enseignements que l'on peut en tirer, des clés de compréhension, un éclairage sur ces deux types de crises. Alors commençons, si vous le voulez bien, par les différences entre ces types de crises que vous avez relevées. Une grande différence, elle se situe notamment au niveau de la temporalité. Expliquez-nous, je ne sais pas qui veut prendre la parole pour commencer. Effectivement, Simon Delicourt. La temporalité, c'est l'élément de différence majeure entre les deux crises. Donc on a d'une part une crise qui est soudaine, qui nous tombe dessus en un coup, et du jour au lendemain, en quelques semaines, tout le monde parle de ça et on doit mettre en place toute une série de mesures. Et d'un autre côté, vous avez la crise climatique qui, elle, s'étale beaucoup plus sur la longueur. Alors, la temporalité, ça veut dire aussi que dans le cadre de la crise sanitaire, la crise du Covid-19, quand on prend des mesures, le laps de temps nécessaire pour voir l'effet de ces mesures est beaucoup plus court. Donc, je vais prendre un exemple concret. Dans le contexte du confinement qui a été mis en place en Belgique début mars, on a mis en place ce confinement et quelques semaines après, on a pu tous constater un effet sur la fameuse courbe, par exemple, du nombre de cas d'hospitalisation. Et donc, c'est un effet beaucoup plus direct. Ce n'est pas le cas dans le contexte de l'autre crise. Mais pourquoi ? Parce que finalement, j'ai l'impression que les deux crises, ce n'est pas palpable. Que ce soit le virus ou que ce soit les changements climatiques, le dérèglement climatique, on ne peut pas le ressentir, à moins d'être malade. Oui, je crois qu'il y a, si on regarde ça avec un peu de recul, il y a quand même cette temporalité qui couvre plusieurs ordres de grandeur ou plusieurs échelles différentes en fonction de la crise qu'on regarde. Quand on parle de la crise du virus, on parle d'une échelle de temps caractéristique de quelques semaines, quelques mois éventuellement. Et à l'autre bout du spectre, on a une temporalité de plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Et au milieu, on a la temporalité du politique, on a le temps politique. Et ce qui est assez intéressant pour essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'on a pris des mesures dans un cas et qu'on a du mal à en prendre dans l'autre, c'est que le temps politique est plus long que le temps de la crise sanitaire. Et que dès lors, le politique est quelque part forcé à mettre en œuvre des mesures parce qu'il sait qu'au bout du compte, au bout d'un mandat électoral, il va être jugé sur les mesures qu'il a mises en œuvre pour régler la crise du virus. Là où la temporalité du climat étant beaucoup plus longue, on n'aura pas l'occasion de blâmer des politiques dans 50 ans parce qu'ils seront peut-être plus là ou qu'on ne se souviendra plus qui était au gouvernement quand il fallait prendre des mesures. Donc, autre différence que vous avez relevée aussi, c'est au niveau de la lisibilité. Nous n'avons pas créé le virus, mais par contre, nous sommes responsables du dérèglement climatique. Oui, je pense que c'est assez compréhensible pour tout le monde. Pour la question climatique, c'est en effet une crise, une question qui est très lisible dans la mesure où la responsabilité de l'homme des émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique a été avérée. On s'est chiffré, on s'est quantifié la partie de réchauffement global qui est liée à l'homme, la partie qui est naturelle également. Mais tout ça a été étudié de fond en comble et l'évidence, les preuves sont là. Donc au niveau climatique, cette responsabilité, quelque part, elle a été bien amenée, et ce qui en fait une crise relativement lisible. Dans le cadre du virus, c'est un peu plus compliqué. Alors, on peut citer d'une part le fait qu'on exerce une pression de plus en plus importante sur nos écosystèmes. Et de par ce fait, on augmente la probabilité qu'il y ait un phénomène de transfert d'un virus qui est présent dans un réservoir animal vers la population humaine. Donc ça, c'est un fait. Par contre,
on n'a pas créé ce virus. Ça, je pense que c'est important de le rappeler. Il y a une étude très sérieuse qui a été publiée au début de cette crise, où des chercheurs se sont intéressés au profil génétique du virus et n'ont pas trouvé des marques de signature d'une fabrication en laboratoire du virus. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un laboratoire qui a créé ce virus et qui l'aurait volontairement lâché dans la population humaine. Oui, ça c'est une des similitudes dont on va parler après avec le réchauffement climatique, et ce sont les théories du complot et ces fameuses rumeurs. Seulement, est-ce qu'on peut vraiment encore, enfin ça je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce qu'on peut vraiment le prouver que ça n'a pas été créé? Alors il y a deux éléments. Donc il y a, comme je disais, le fait que quand on fabrique un virus en laboratoire, ça laisse des marques dans le code génétique du virus. Et le deuxième élément très important dans cette analyse, c'est qu'en fait, on a retrouvé des virus extrêmement similaires au niveau du profil génétique dans des populations animales, notamment des populations de chauves-souris. Et donc, tout indique que ce virus provient d'une population animale et a fait un moment un événement de transition vers la population humaine. Que ce soit clair, c'est vraiment un consensus scientifique à l'heure d'aujourd'hui. Donc, différence, on en a deux, plus ou moins, on peut les regrouper comme ça, c'est au niveau de la temporalité et au niveau de cette lisibilité. Au niveau des similitudes, vous en avez relevé plusieurs, et là, je pense qu'on en a déjà parlé pas mal dans les médias, c'est l'impact évidemment de la mondialisation et de la globalisation. C'est ici la mondialisation qui aggrave la pandémie et la crise sur le climat. Alors, la mondialisation dans le contexte de l'épidémie, c'est surtout qu'elle survient à un moment où on est dans un monde qui est hyper connecté, notamment par voie aérienne. Et donc, en quelques semaines... La rapidité, la vitesse, ouais. Exactement, en quelques semaines, en quelques mois, le virus a atteint tous les continents et on a atteint une situation de pandémie. Donc ça, c'est vraiment un premier effet de la globalisation sur le contexte de cette crise Covid. Et le deuxième, c'est celui que je citais, c'est le fait qu'on a une pression qui est beaucoup plus forte sur nos écosystèmes et qu'on augmente donc une probabilité d'un contact, d'un passage d'un virus d'une population animale vers la population humaine. François Massonnet. Pour la crise climatique, évidemment, la mondialisation est en partie responsable de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, puisque le secteur aérien lui-même est un gros contributeur des émissions globales. Donc, indéniablement, il y a un lien de cause à effet. Maintenant, on ne doit pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et il faut aussi reconnaître que la mondialisation a parfois des effets positifs, des effets bénéfiques. Peut-être que Simon Delicourt va en parler pour la crise sanitaire. Mais pour la crise climatique, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, si on est capable de proposer des mesures, si on est capable de savoir quelle est la température de la planète actuellement, de savoir où on en est sur nos trajectoires, nos ambitions climatiques, c'est aussi parce qu'on a développé un réseau global d'observation, qu'on a des groupes de recherche qui se parlent, des informations qui sont échangées dans la minute, qu'on a des données qui sont disponibles gratuitement, quasiment, très souvent et souvent quasiment. Et donc, on a une circulation de l'information qui a permis de prendre cette crise quasiment au pied levé. Et donc, on a aussi les outils qui nous permettent de résoudre les problèmes qu'on s'est quelque part posés via la mondialisation. Simon Delicourt, Oui, c'est tout à fait vrai. En fait, le virus a très rapidement circulé dans le monde entier, mais heureusement, la connaissance et les données aussi. Donc, par exemple, pour illustrer mon propos, des équipes chinoises ont très vite en fait séquencé le virus et rendu public son profil génétique. Ça a permis deux choses. De savoir de quel type, de quelle famille de virus on parlait, pouvoir l'identifier, savoir que c'est un coronavirus, qu'il est plus ou moins proche de tel autre virus. Mais ça a aussi permis de mettre au point assez rapidement les fameux tests de dépistage, qui sont en fait, on le sait maintenant, vraiment cruciaux pour ne pas être aveugle quant à l'évolution de la circulation du virus parmi nous. Et par exemple, voilà, les tests de dépistage, pour prendre un autre exemple très concret, dans le contexte de la crise des maisons de repos qu'on a eu ici, mais en fait, si on avait eu des tests de dépistage massifs, une capacité de dépistage massive beaucoup plus tôt, en fait, on aurait peut-être pu éviter une telle propagation du virus dans les maisons de repos. François Massonnet, vous vouliez réagir? Non, j'étais en train de penser que on peut même prolonger le raisonnement et de se dire que ces moyens d'observation, de monitoring en fait, qu'on a mis en place en fait, permettent de suivre à la minute vraiment ce qui se passe et de pouvoir prendre des mesures d'action sur le terrain. Il faut bien se rendre compte que la recherche scientifique a un temps très long, au même titre que la crise climatique d'ailleurs, mais que toute la recherche qu'on a accumulée pendant des décennies, elle a dû se consolider, c'est devenu de la science, et qu'après on a pu opérationnaliser cette science. C'est-à-dire qu'on a mis en place une infrastructure très compliquée, internationale, connectée, et qu'aujourd'hui, si cet été par exemple on a
une vague de chaleur qui vient frapper la Belgique, ce qui est tout à fait probable, une vague de chaleur comme l'année passée, eh bien, on a les outils qui sont en place grâce à ce réseau global d'observation, de modélisation, pour savoir combien de temps la vague de chaleur va durer, pour savoir s'il faut prévenir la situation en mettant des gens chez eux ou en les forçant à rester chez eux, par exemple. Donc voilà, il faut bien se rendre compte que toute cette logique de mondialisation a un côté pile et a un côté face. Et il y a le côté face où finalement, au niveau du dérèglement climatique, la réponse, la solution, elle n'est pas palpable, contrairement à la solution de la crise sanitaire où là, on cherche un vaccin. Oui, effectivement, c'est une différence entre les deux. C'est que, a priori, pour la crise sanitaire, que ce soit un vaccin ou d'ailleurs un traitement thérapeutique efficace, parce qu'en fait, ici, si on arrive à éviter une saturation des hôpitaux et en fait à soigner les cas qui présentent les symptômes les plus sévères, ça peut aussi être une sorte de porte de sortie. Idéalement les deux, idéalement le vaccin au plus vite, bien sûr. Mais effectivement, il y a moyen, à un moment, de stopper le phénomène, en tout cas d'éviter que ce soit une crise majeure. De là, éradiquer le virus, ça c'est encore autre chose, mais on peut, en fait, d'une certaine manière, s'en sortir. Il n'y a par contre pas de vaccin clair pour le réchauffement climatique. C'est ça. Une très grosse différence entre les deux. Oui, on aimerait bien qu'il y ait un vaccin pour le changement climatique. Je pense que l'analogie s'arrête là quelque part, dans la mesure où le changement climatique devrait plutôt être vu comme une maladie de long terme, où par exemple on pourrait faire l'analogie avec quelqu'un qui a mangé gras pendant 20 ans, qui a grossi, qui pèse 140 kilos, et qui voudrait bien revenir à 70 kilos, ça ne va pas se passer en un jour. Il va falloir faire un régime, il va falloir travailler sur le temps long. Et ce n'est pas avec une piqûre ou avec un vaccin que tout ça va partir comme ça. Donc malheureusement, il n'y a pas de solution miracle pour la crise climatique, là où on peut espérer d'ici quelques mois bénéficier d'un vaccin qui va nous rendre à tous, je suis assez sûr, la vie beaucoup plus facile. Oui, finalement, ce sont quand même deux problèmes fondamentalement différents et qui appellent des réponses différentes. Oui, bien sûr. C'est ça qu'on en retient aussi. Oui, bien sûr, mais il y a quand même... on a relevé d'autres similitudes. Allez-y. Donc, par exemple, il y a le fait que les deux phénomènes ne sont pas linéaires. Je te laisse peut-être... Donc oui, linéaire, pour rappeler rapidement ce que c'est, évidemment, ça qualifie le fait qu'une cause va être 2 fois plus importante si... une conséquence va être 2 fois plus importante si la cause est 2 fois plus importante. Et ici, dans la crise sanitaire, on a eu ce fameux plafond des 2000 lits. On a dit, si on crève ce plafond, c'est la catastrophe. Parce que l'excédent de personnes qui ne pourront pas être admises en soins, elles vont tout simplement continuer à contaminer les autres et ça va donner une catastrophe sanitaire. Pour le problème climatique, c'est la même chose. On sait qu'on a des phénomènes à seuil, c'est-à-dire que si on dépasse un certain degré de réchauffement, on a possibilité d'emballement, de basculement. On est peut-être moins capable de dire précisément où se trouvent ces seuils aujourd'hui, forcément parce qu'on ne les a pas encore expérimentés, mais on sait qu'ils existent. Et donc il y a cette idée de phénomène à seuil, de phénomène non linéaire qui est présente dans les deux dynamiques. Autre similitude, c'est ce fameux carré que vous avez appelé public, politique, médiatique et scientifique. En fait, la communication des deux crises, elle passe par ces entités différentes. Oui, tout à fait. Alors, pour illustrer ça, je pense que l'exemple du GIZ ou du GES, je ne sais pas comment on doit l'appeler, je crois que même eux ne le savent pas, donc du groupe d'experts interdisciplinaires qui a été en charge de la stratégie de sortie du confinement. Donc c'est un groupe, comme je le disais, interdisciplinaire, qui est indépendant. Donc ils n'appartiennent pas à un parti politique, ils n'ont pas d'intérêt dans des firmes privées, il n'y a pas de conflit d'intérêt évident. Et ils peuvent être en fait consultés par les décideurs politiques. Et c'est, je pense, un mécanisme intéressant. Et en discutant, on se disait, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à reprendre de cette expérience-là pour en fait d'autres crises comme par exemple celle du dérèglement climatique, mais aussi par exemple de l'extinction de biodiversité qu'on est en train de vivre pour le moment. Parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est que les experts sont désintéressés dans le sens où ils n'ont pas un intérêt personnel à donner un conseil ou l'autre. Puis il y a les décideurs politiques qui peuvent les consulter, ils ne sont pas obligés de suivre les recommandations. Bien entendu, comme ça a été rappelé, chacun doit rester à sa place. Les décideurs politiques, ce sont nos élus, ce sont eux qui prennent les décisions. Par contre, ce qui est intéressant, je pense, c'est la transparence dans tout ça. C'est-à-dire qu'au début, ce n'était pas le cas, mais finalement, ça a été le cas. Le rapport du GIZ, il a été rendu public. Notamment, les médias ont fait un résumé des différences. Je pense que c'était d'ailleurs sur vos antennes, des différences qu'il y avait entre le rapport et ce qui avait été finalement décidé et implémenté par le gouvernement. Et c'est très intéressant parce qu'alors après, le public et les médias
peuvent aller demander, mais tiens, pourquoi est-ce que vous n'avez pas suivi ça, et libre aux politiques alors de pouvoir justifier, oui, effectivement, les experts avaient recommandé ça, mais nous, on a plutôt pris cette direction-là parce que ceci, cela. Et ce carré de transparence est intéressant, et chacun a un rôle à jouer, parce que aussi au niveau des médias, il est évidemment crucial que les informations soient bien transmises, parce que ici, dans le cas d'une crise globale telle que celle que nous vivons pour le moment, des mesures telles que celle du confinement, elles ne fonctionnent que s'il y a une adhérence de la population. Donc tout l'enjeu ici, c'est de pouvoir expliquer les enjeux. Mais et ce carré public, quand vous dites, vous parlez de la crise sanitaire, il ne fonctionne pas aussi bien au niveau de la crise climatique lorsqu'on parle du réchauffement climatique ? On va dire que la circulation d'informations n'est pas toujours aussi évidente que dans la crise du virus, c'est-à-dire que le citoyen lambda n'est pas toujours au courant de quel genre d'article croire. Il y a parfois des journaux qui relayent des théories climato-sceptiques, alors qu'on sait très bien que voilà, la théorie qui avance. On parlait des rumeurs justement tout à l'heure et des théories du complot. Avec l'essor des réseaux sociaux, évidemment, ça ne fait qu'aggraver le cas. Je peux comprendre le désemparement de certains dans les relations avec les médias. Mais voilà, je crois que ce que j'ai appris, en tout cas personnellement, de cette crise-ci, c'est que, comme le disait Simon Delicourt, c'est que les gens sont prêts à faire des efforts à partir du moment où on leur explique pourquoi ils doivent le faire. Si on vous dit, vous devez porter un masque pour aller dans un métro ou dans un train, parce que si vous ne le faites pas, vous risquez de contaminer des gens et que ça va relancer la vague, les gens sont prêts à le faire. Mais si on dit bêtement, on donne des injonctions et que les gens ne savent pas pourquoi, il n'y a aucune chance que ça marche. Et c'est ça que j'en tire pour la c'est ce que vous retirez comme enseignement ici de cette crise du coronavirus. Tout à fait. Il faut faire peut-être plus de pédagogie, il faut faire sentir aux gens ce que c'est qu'un risque, qui n'est pas toujours facile à palper. On sait bien que pour la crise climatique, le risque est beaucoup plus lointain, beaucoup plus diffus, il ne va pas nous toucher à nous. Je rappelle quand même que la plupart des gens qui nous écoutent probablement ne sentiront pas les effets des mesures climatiques qu'on va prendre aujourd'hui, parce que l'échelle de temps est tellement longue. Donc arriver à avoir cette intelligence collective, de nous faire comprendre que même si le temps climatique est beaucoup plus long que le temps physique, ça nous concerne parce que ça concerne en fait nos enfants. Être pédagogue, faire plus de pédagogie là-dessus. Oui. C'est ça que vous prenez. Tout à fait. Simon Delicourt. D'ailleurs, une bonne information, c'est aussi crucial pour éviter les rumeurs, les fausses informations qui peuvent circuler. Et en particulier, oui, aussi, ce qui peut nourrir des théories du complot. Moi, c'est un phénomène que je ne connaissais pas vraiment avant le début de cette crise, et j'ai été étonné par l'ampleur. On parlait justement de cette hypothèse comme quoi le virus aurait été créé en laboratoire et ensuite lâché dans la population humaine. C'était un truc assez sérieux, dans le sens où il y a même des décideurs politiques assez reconnus dans d'autres pays qui ont émis des doutes suite à la circulation de telles rumeurs. Et donc, en fait, ça demande en fait pas mal de temps à la communauté scientifique de répondre à ça et de clarifier les choses. Et c'est tout ce temps-là qui, en fait, n'est pas investi à autre chose. Et donc, je pense que ça, c'est une autre similitude qu'il y a entre les deux. Donc moi, je ne connaissais pas du tout l'univers des climato-sceptiques, mais je pense que c'est une similitude entre les deux crises, c'est-à-dire qu'il y a, quand il y a une crise avec un enjeu comme ça, il y a toujours un courant de mésinformation parallèle. Et en fait, ça demande une certaine énergie, à la fois aux médias, aux scientifiques et même des fois aux politiques, pour en fait contrer ces phénomènes-là. Lorsqu'on a discuté pour préparer ce CQFD, dans les enseignements généraux de la crise du Covid-19, vous avez parlé du fait qu'on ne peut plus dire qu'on ne pouvait pas savoir finalement. Oui, effectivement, je pense que ça, c'est une différence entre les deux. C'est-à-dire qu'on peut clairement dire et reconnaître avec beaucoup d'humilité qu'on a été surpris par l'ampleur de cette crise. Donc, comme je le disais, c'est vraiment venu du jour au lendemain. Et la Belgique a été prise par surprise, mais aussi plein d'autres pays en Europe, en particulier l'Italie, parce que nous, on a eu encore quelques semaines avant que ce soit à nos portes, enfin, pas à nos portes, mais qu'il y ait une circulation active du virus dans notre pays. Je pense que ça, c'est une différence très claire avec le réchauffement climatique, en tout cas le dérèglement climatique. Là, en fait, ça fait des années qu'il y a un consensus scientifique autour de ce problème. Donc, je pense que c'est une vraie différence entre les deux. Ça fait plusieurs années. Il reste juste une petite minute. Je vous laisse le dernier mot. Oui, que le consensus est là, évidemment. C'est toute la question de savoir est-ce qu'on a envie d'écouter ces prévisions et d'écouter les experts. Donc, ma seule note d'optimisme, c'est que cette crise-ci nous aura appris l'importance de la recherche fondamentale, l'importance de faire confiance aux scientifiques, parce qu'ils font un travail de longue haleine qui porte ses fruits sur le long terme. Mais on ne peut pas imaginer aujourd'hui qu'on serait passé au-dessus de cette crise sanitaire si on n'avait pas eu derrière tout le bagage scientifique qui a été accumulé depuis des dizaines d'années
pour produire les infrastructures qui ont permis de suivre l'évolution de ce virus. Et c'est la même chose pour la crise climatique. Tout ce qui a été accumulé doit maintenant arriver à maturité et servir à prendre des bonnes décisions. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir. C'est passé très vite. Je rappelle, François Massonnet, vous êtes climatologue, chercheur à l'UC Louvain. Simon Delcourt, vous êtes épidémiologiste, chercheur à l'ULB. Merci pour votre réflexion ce soir. La suite dans sa première, c'est en musique, je pense. CQFD. Tout à l'heure à 20h. Le monde est un village. Ce jeudi, il y aura une ambiance de festival dans Le Monde est un village. Bah oui, ces festivals vous manquent et nous avons de belles archives à vous proposer et nous allons compenser vos manques avec la belle matière que nous avons à vous proposer. En l'occurrence, ce soir, ce seront des artistes qui se sont produits au festival Sphinx Mixed. À tout à l'heure, à 20h. Le monde est un village. De 20h à 21h sur la première. Et 24h sur 24 sur RTBF Ovio. Oh, papy a mangé des asticots ? Non, papy a planté ses haricots. Ah, mais pourquoi il a planté des asticots ? Non, c'est des haricots. Entendez à nouveau ce que les gens vous disent vraiment avec un appareil auditif La Paire. Et vous pouvez l'essayer pendant 1 mois. La Paire. La première présente. L'été des Grignoux s'adapte aux circonstances. Retrouvez concerts et ciné en plein air, en toute sécurité, dans la cour du Sauvenière à Liège. Au programme, Steve et Greg Ouben, Marc Lelang, Jacques Stodzem et bien d'autres. Infos et programmation complète, grignoux.be. J'évolue dans un monde qui change, le même rue sur le même planète. Je me dis que c'est la vie, la liberté dans la ville. Ils rêvent de posséder, on rêve de simplicité. Le nouveau site du tech est là. Ça aussi c'est simple, c'est le tech.be. Youpi! Mini Europe est ouvert! Profitez des vacances pour découvrir ses nombreuses nouveautés et animations interactives. Mini Europe, c'est géant. Soir première. Elisabeth Michalakoudis, il y a un conducteur fantôme sur les routes. Oui, effectivement, c'est sur le 411 Arlon-Namur. Alors, vous risquez de rencontrer ce conducteur à contresens qui était il y a quelques instants en hauteur de Sauvé. Surtout, n'effectuez aucun dépassement et tenez bien à votre droite. Conducteur fantôme sur le 411 Arlon-Namur aux environs de Sauvé. Pour le reste, nous avons quand même toute une série d'accidents, notamment sur le 40 Bruxelles-Aix à Vothème, avec une bande de droite neutralisée, une circulation ralentie vers l'Allemagne. Accident sur la Nationale 4 Arlon-Namur à Ouah, avec une partie de la chaussée entravée en direction de Namur. Véhicule sur le flanc sur la Nationale 5, ouvert Charleroi à Neuville. La chaussée est fermée avec des fils en direction de Charleroi. Une déviation locale est en place. Autre accident, c'est sur la Nationale 53, Chimay-Charleroi, hauteur de Beaumont. Là également, la chaussée est fermée dans les deux sens et des déviations sont en place. Du côté du ring de Bruxelles, ma foi, ça roule particulièrement bien. Vous comptez moins de 10 minutes par tronçon. Et puis nous avons encore un véhicule en panne sur la petite ceinture de Bruxelles dans le tunnel Porte de Halle en bande de droite, direction la Basitique. Découvrir Bruxelles en scooter ou au stand en trottinette pour voyager combiné avec Etias. Soir première. Et pour notre carte postale, ce soir, nous prenons la direction du Québec. Vous connaissez sans doute les motels, ces établissements de longue route typiquement nord-américains. Et bien, après être tombés en désuétude pendant quelques années, ils ont à nouveau la cote, surtout en cet été de pandémie. C'est une carte postale qui nous est envoyée par Fiona Cohen. Nous sommes à 20 minutes au nord de la ville de Québec, sur une route qui mène au magnifique parc de la Jacques-Cartier. Les voitures, motos, caravanes passent rapidement. Et pour ceux qui veulent s'arrêter pour la nuit, il y a un motel qui se tient là, vaillant, depuis 1969. On est au motel Abri Café. C'est un motel avec 6 unités, toutes des salles de bain privées. Nathalie Tremblay et son compagnon ont racheté ce motel il y a 2 ans. Un vrai motel de bord de route, de plein pied, où l'on se gare devant sa chambre et on entre directement. Une petite chambre confortable, avec un micro-ondes et un petit frigo. Ce n'est pas le grand luxe, mais c'est parfait pour une halte de voyageurs. Pendant la période de confinement due au coronavirus, ils ont préféré fermer le motel. Mais depuis quelques semaines, les réservations reprennent en force. Bon, super. Alors, on se rencontrera ce week-end, samedi. Dans tout le Canada, les hôtels plus classiques vivent une période très difficile, avec un taux d'occupation qui tourne autour de 20% en ce moment. Mais en temps de pandémie, les motels, eux, semblent tirer leur épingle du jeu. Et ce n'est finalement pas étonnant.
C'est quand même sécuritaire, les gens, là, les fait payer dehors, tu sais, tout est super bien désinfecté, donc ils n'ont pas d'air commune, vraiment. Les échanges que les gens ont avec les autres, c'est dehors. À 40 minutes de là, un autre motel attire le regard, surtout le soir. Le motel Lévis a lui aussi été racheté par une famille. Ils ont gardé les vieux panneaux, les vieux néons et jouent sur ce côté vintage, tout en rénovant les chambres. Steve Boivin est le propriétaire. C'est sûr qu'avec le COVID, ça nous a donné une grosse chance. Là. Mais déjà, on voyait cet hiver, quand on l'a acheté, là, il y avait des jeunes qui venaient filmer des clips vidéo. Puis ils nous disaient, il est donc bien beau votre motel. Ça nous rappelle un peu ce qui se passe aux États-Unis. Puis il y a des icônes aujourd'hui qu'il faut garder. Là. Puis on s'est donné comme mandat de faire renaître le motel. Certains motels surfent sur la tendance et facturent désormais la nuit $300, soit 200 €. Mais les petits motels que nous avons croisés veulent rester abordables, une halte sympathique sur la route des vacances, sachant que cet été, le Québec sera surtout visité par les Québécois. Voilà pour cette superbe carte postale signée Fiona Collienne. 18h50, place à votre